Ibrahim Mansour, donc vraiment un pays colossal, hein, un colosse. Bon, on verra s'il est au pied d'argile ou pas, mais en tout cas des enjeux absolument phénoménaux et je veux dire, on n'a pas fini, quoi. En tout cas, merci d'avoir rappelé tous ces enjeux. Donc moi, ce que je vous propose, moi, je ne vais pas vous alourdir avec mon intervention que vous retrouverez, qui fait plusieurs pages dans la revue qui va sortir sur les médias et la presse en Algérie. Je vais simplement vous dire 2-3 mots, mais je préfère vous donner la parole à vous. Donc ensuite, laisser la parole à toute la salle, de poser des questions, de faire la réflexion dont vous avez envie, parce qu'on est d'abord là pour ça, pour vous donner la parole. Et l'assiduité dont vous faites preuve montre que c'est vraiment tout le monde est passionné. Et ensuite, après vous, on donnera la parole au président de l'académie qui conclura tous ensemble. Et puis après, on ira boire le verre de l'amitié. Alors, moi, vraiment 2-3 mots sur la contribution que j'ai fait sur les médias la presse et les médias en Algérie. J'ai rappelé que longtemps les médias ont été considérés comme une exception du monde arabe, les journaux, et on ne comprend pas pourquoi tout à coup, tantôt portés au nu et tantôt voués aux gémonies, la presse, les médias de façon générale, demeurent paradoxalement les mal-aimés d'un système soucieux de sa survie, de sa pérennité, et qui orchestre une normalisation à son image, et à l'affût de la moindre dérive, guettant le moindre écart d'une feuille de route basée sur l'omerta et l'accord tacite, le système, consultant le miroir, tel la reine, veut s'entendre répondre qui est le plus beau et le plus gentil. Alors, je rappelle que les journalistes ont payé le prix lourd dans leur contribution, à la fois pour combattre l'hydrocolonial, mais aussi pour combattre la barbarie islamiste plusieurs années plus tard, et ils l'ont payé dans le sang. Comment on est arrivé à toutes ces tentatives de mise au pas? Et je rappelle que dans le mouvement national, que ce soit Messali Haj, comme Farhat Abbas, comme, etc., des militants, ont trouvé un écho dans l'Alger républicain déjà en 1937. Et je rappelle par exemple que Camus déclare déjà, Albert Camus, le 31 août 1944 dans Combat, il rappelle qu'un pays vaut ce que vaut la presse. Il l'écrit. Et il rappelle que la place essentielle de la morale, de la vigilance et de la vérité dans l'activité journalistique. Et quant à Jean Sénac, ce Yahya el-Wahrani, comme on l'appelait, il déclara tout de go, dès le 1er novembre 1954, que la justice a pris les armes dans l'Algérie républicaine. Donc déjà, on a des choses dans l'Algérie républicaine qui sont très importantes. Et au même moment, on retrouve des gens comme Jean Sénac, comme Jean Amrouche, qui est déjà à Radio France aussi, qui publie l'Éternel Jugurtha et qui est un emblème d'émancipation politique. Il rappellera que à la radio, la répression terrible sur les massacres de Guelma, de Sétif et de Khalata. Les choses s'accélèrent et sous l'idée de Génie Gabal Ramdan, qui crée le Mougel. Donc il crée un journal et il crée sa radio. Il y avait Saoud al-Arab, qui était la radio du Caire, et qui diffusait le soutien à la révolution algérienne. Et Gabal Ramdan crée un journal et il crée la radio du FLN. La radio du FLN qui vient répondre au pouvoir colonial, qui a créé la chaîne 1, la chaîne 2, la chaîne 3, pour pouvoir essayer de dire à la population algérienne n'écoutez pas ces terroristes, etc. Donc le FLN crée sa radio et il crée le Moujahid. Donc l'idée de génie d'Aman Ramdan qui ensuite va s'adjoindre la collaboration de Frantz Fanon. Il va aller le voir et il va lui dire la révolution a besoin de vous. Et Frantz Fanon va rejoindre le Moujahid. Donc je rappelle un petit peu tout ça et je rappelle déjà qu'il y avait les chroniques algériennes puis les chroniques maghrébines. Il y avait déjà dans Conscience algérienne et Conscience maghrébine, et il y avait déjà des prises de position déjà en 50-51, puis en 54-56, et déjà ce journal considérait que le FLN était le représentant numéro 1 du peuple algérien, des populations algériennes, et que très vite, on retrouve avec des gens comme André Mondouze, dont tout à l'heure Aïssa Kadri a parlé, entouré de Pierre Chollet, Mahfoud Qaddash, Reda Bestanji, qui s'engagent sur les voies de l'indépendance, et alors
là c'est parti, c'est la quinzaine, c'est le bulletin, c'est Témoignage chrétien, c'est la revue Esprit, et on a tout un courant de journalistes et de journaux qui prennent fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est le moment où le journaliste Robert Barra, après immersion dans les maquis algériens, publie dans France Observateur le 15 septembre 1955 un journaliste français chez les hors-la-loi algériens. Donc il est traîné en prison, il est rédacteur en chef de Témoignage chrétien, il est en prison, etc. Ensuite, il y a le manifeste des 121, je ne vais pas vous le dire. Il y a ensuite l'arrivée de Jean-Paul Sartre qui préface les livres de Fanon. La bataille médiatique s'accélère, bat son plein, jusqu'à Jean Moreau Vamrouche, qui est renvoyé de l'ORTF, parce qu'il est accusé d'apporter son soutien aux assassins et aux terroristes qui migrent à Radio Suisse Normande, qui collaborent à la grande presse, à Témoignage chrétien, et qui déjà dénoncent la politique de pacification, la déportation de villages et de hameaux dans des camps véritables mouroirs génocidaires. Alors je vous passe Jean Sénac qui est démissionné. D'ailleurs, Jean Sénac participe à l'installation de l'imprimerie clandestine d'El Moudjahid, dans le cas d'étrangers, et donc il s'engage en 1954. Les Yougoslaves vont faire des reportages, etc., etc. Donc je vous passe un petit peu pas mal de choses que vous pourrez lire. Et à l'indépendance, on retrouve des pratiques de la colonisation envers les journalistes. Donc c'est là que Jean Sénac est licencié de Radio Alger. C'est là que Yves Courrière est expulsé manu militari avec sa femme, parce qu'on lui a reproché d'aller interviewer des gens comme Ossinaït Ahmed, comme Boudiaf, comme Mohamed Hadj, etc. Et donc, c'est l'ère de Boumedienne. Le Parti communiste algérien qui s'était engagé est transformé en Pax. On liquide les gens, et Chadli succède donc à Boumedienne. On retrouve des liquidations, et c'est là où on liquide le fondateur du journal du FFS, Libre Algérie, Ali Messili, qui est assassiné à Paris sur les ordres de Chadli. Donc on continue comme ça. On a rappelé tout à l'heure 88-90, l'ouverture démocratique, et on a des journaux dits indépendants, El Watan, Liberté, etc. Ils sont formés à la presse d'État, on a l'expression, on a aussi la rupture de Tahar Djaout. Et là, il y a les élections, la rupture, les journalistes s'engagent pour la démocratie contre l'hydre islamiste, et ils sont liquidés les uns derrière les autres. Et c'est, je vous dis, Tahar Djaout, Youssef Septi, Djilali Liabès, Yadi Fessi, Saïd Mokhbel, Smaïl Yassah, Cheb Hasni, Cheb Aziz, aussi des artistes, Matou Blounès, Abdelkader Aloula. Le monde de la culture, le monde du journaliste est laminé. Ils s'enferment à Sidi Falloche dans les hôtels, ils s'enferment au Club des Pins, dans les villas, ils s'enferment au siège de la radio et télévision algérienne. Donc ils se battent contre une hémorragie considérable. Et donc, avec le règne de Bouteflika, c'est donc le patronat qui arrive et qui gère la presse. Et souvent, dans les actionnariats, ce sont des généraux à la retraite ou des généraux en activité. C'est pour ça qu'on dit souvent, tel journal, c'est tel clan militaire. Parce que c'est des gens qui ont mis de l'argent dedans. Et donc, on retrouve comme ça donc, des journaux. Le Hirak vient pulvériser tout ça. Et les Algériens viennent crier leur amour de l'Algérie. Mais non, ils veulent arrêter toute cette situation qui les a meurtris. Donc la presse se fait l'écho de ces revendications et les réseaux sociaux s'emballent. Et tout de suite, ça c'est un peu mis au pas. Et un des exemples les plus emblématiques que je cite, c'est celui de Khaled Rahimi, qui après avoir réussi le scoop de recueillir que la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie de la part d'Emmanuel Macron, il continue son travail, il couvre le Hirak, on l'arrête. Au lieu d'être remercié et félicité, il est arrêté, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, et quelques mois plus tard, libéré, il avait tout soupçon, une légèreté donc qui en dit long sur le degré de nervosité des autorités à ce moment-là. Aujourd'hui, le monde des médias a changé, il y a Internet, etc., il y a des images, etc. Le journaliste est témoin de son temps, il s'habille de la contradiction, de l'échange moteur, des contre-pouvoirs, il sait se faire l'avocat du diable quand c'est nécessaire. Et en ces temps de robotisation, de cookies, de clics, de téléchargement, le journaliste crée du lien, de la chaleur et de l'humanité. Artiste au sens large du terme, il porte en lui une mémoire, il accepte la confrontation des sources, véhicule le doute, la critique, ô combien nécessaire en ces temps de surenchère irrationnelle.
protéger le journalisme, c'est nous protéger et tenir à distance toutes les tentatives de déshumanisation. C'est ce que vous retrouverez dans l'article. Voilà. Donc maintenant... Merci Nasser.